Après avoir de nouveau renversé le box-office avec la sortie du premier volet de sa nouvelle trilogie Star Wars, et après avoir été la cible de nombreuses critiques, comment George Lucas s'est-il relevé pour produire l'Attaque des clones? C'est ce que je m'apprête à vous raconter dans cette nouvelle vidéo. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter notre partenaire du jour. Avez-vous déjà été impressionné par les grandes bibliothèques telles que celle de l'Ordre Jedi? Eh bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'équivalent dans notre monde avec Nextory. Nextory, c'est une application utilisable sur smartphone, PC et tablette qui vous propose de nombreux formats de lecture, des romans aux comics mais également la presse ou des e-books, en passant même par les livres audio. Nextory, c'est donc l'opportunité parfaite pour rassembler toutes vos passions, et ce, quel que soit le format de lecture que vous privilégiez. À titre personnel, je ne peux que vous encourager à vous jeter sur 2 livres audio que j'ai pu commencer à écouter. Le premier, c'est bien évidemment le roman Kenobi qui est lu par ni plus ni moins que Bruno Choël, le comédien de doublage d'origine du personnage, ce qui rajoute forcément un super cachet au roman que j'ai beaucoup aimé. Et par là même, et étant donné la sortie prochaine du 2e opus, je ne peux que vous recommander le livre audio de Dune, car à titre personnel, je trouve que c'est une œuvre assez difficile à lire. Et forcément, avoir cette alternative à notre disposition, c'est quand même un excellent point fort, surtout pour une histoire qui vaut clairement le coup. Bref, si cela vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description qui vous garantit un accès de 45 jours offert. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, vous m'en direz des nouvelles. Au terme d'un très long processus de production, La Menace Fantôme finit par sortir dans les salles obscures en mai 1999 aux États-Unis. Malheureusement, et malgré l'indéniable succès commercial, le film qui marque le retour de la saga Star Wars au cinéma rencontre de nombreuses critiques, dont certaines qui touchent particulièrement Lucas. Mais comme on avait pu le constater, celui-ci était bien conscient que son film était particulièrement riche, même si certains seraient plutôt tentés d'utiliser l'adjectif lourd pour le qualifier. Mais quoi qu'il en soit, Lucas se remet au travail et commence à plancher sur l'écriture de son 2e opus. Dans celui-ci, le réalisateur souhaite nous montrer les événements qui vont petit à petit conduire à la destruction de la République galactique. Il pense ainsi à faire référence à un élément qu'il avait introduit dès 1977 dans Un Nouvel Espoir, en abordant le sujet de cette fameuse guerre des clones. Il se lance ainsi dans l'écriture du script, une étape particulièrement difficile qui le pousse à demander de l'aide à un auteur qu'il avait déjà engagé pour travailler sur certains épisodes de la série Les Aventures du jeune Indiana Jones, Jonathan Hale. Il faudra ainsi mettre sur papier 1, puis 2, puis 3 brouillons du scénario avant d'aboutir à ce qui servirait de script lors du tournage, et ce, moins d'1 semaine avant le commencement de celui-ci. Au cours de cette phase, et étant donné que l'histoire prend place 10 ans après La Menace Fantôme, un certain nombre de changements devront être effectués, à commencer par le plus important, à savoir le casting du jeune Anakin Skywalker. Et là, la tâche sera particulièrement difficile, puisque ce sont pas moins de 400 acteurs qui seront considérés, et parmi eux on retrouve de nombreux noms célèbres, tels que ceux de Christian Bale, Heath Ledger, de Paul Walker, ou bien plus surprenant encore, mais vous en avez forcément déjà entendu parler, puisque ce n'est ni plus ni moins que Leonardo DiCaprio qui était l'un des choix privilégiés de Lucas. Mais celui-ci refusera poliment la requête, tout comme il l'avait fait pour le rôle de Peter Parker dans le film de Sam Raimi. Et finalement, le rôle tombe entre les mains d'un jeune comédien canadien, Hayden Christensen, qui s'était justement fait remarquer pour son rôle dans le film La Maison sur l'Océan, bien que son interprétation, saluée par la critique, n'ait pas été spécialement remarquée par le grand public. Lucas, de son côté, justifiera son choix en expliquant que l'alchimie qu'il y avait entre Hayden et Natalie Portman était parfaitement ce qu'il recherchait. Mais il n'est pas le seul à avoir été recasté, car c'était également le cas de l'acteur Hugh Quarshie qui donnait vie au capitaine Panaka. Et étant donné que celui-ci souhaitait à tout prix pouvoir jeter un œil au script avant le tournage, ce que Lucas lui avait refusé, cela les a donc obligés à créer un autre personnage qui le remplacerait, celui du capitaine Tifo. Enfin, bien sûr, comment ne pas évoquer le cas de l'antagoniste qui serait introduit dans cet opus, le comte Dooku. Un Jedi déchu qui a fait le choix de renoncer à l'ordre et qui servirait de pion pour le Seigneur Noir des Sith afin de plonger la galaxie dans le chaos de la guerre des clones. Bien qu'initialement ce personnage soit prévu pour être une femme, un reflet opposé du personnage de Padmé qui aurait permis à Lucas d'explorer la noirceur qui peut également habiter un corps féminin, car il est vrai que dans Star Wars on dispose à mon grand regret de trop peu de méchantes. Cependant, lorsque Christopher Lee, un acteur particulièrement apprécié par Lucas, acceptera le rôle du méchant, les plans de Lucas changeront pour transformer ce personnage, tandis que le concept art de la méchante de son côté sera réutilisé quelques années après pour donner vie au personnage d'Asajj Ventress.
Et oui, je vous le dis souvent, mais dans Star Wars, rien ne se perd. A noter aussi que Christopher Lee s'était déjà vu proposer un rôle dans la saga Star Wars, à savoir celui du grand Moff Tarkin qu'il avait refusé, une décision qu'il avait particulièrement regrettée, sans compter que le rôle avait ensuite été offert à son ami Peter Cushing. Dès lors, le comédien britannique n'y réfléchira pas deux fois lorsqu'une nouvelle offre finira par tomber sur son bureau. Mais ce n'est pas tout, car comme toujours lorsqu'il s'agit de Star Wars, Lucasfilm peut compter sur son immense département artistique, cette fois-ci mené par Doug Chiang qui s'appuie sur le travail de nombreux artistes, tels que Ian McKeag, pour designer les nouveaux costumes. Mais l'équipe compte également en son sein de nombreux maquettistes qui permettent à Lucas d'avoir une idée plus précise de l'allure que pourraient avoir ses créatures en 3D, ce qui permettrait ensuite aux superviseurs des effets visuels tels que John Knoll de s'appuyer sur ces objets pour avoir de nombreuses références d'ombre ou de lumière, ce qui leur serait particulièrement utile, étant donné que là encore, le film va lui aussi atteindre des records en termes de retouches numériques. Et comme autre nouveauté, Lucas et ses équipes vont essentiellement s'appuyer non pas sur les storyboards, mais sur ce qu'on appelle des concept art et qui sont aujourd'hui monnaie courante au sein des grosses productions hollywoodiennes. Le but est donc de représenter un environnement, une action, pour les transmettre ensuite au département d'animation qui interprète ces œuvres au cours de leur propre travail. Par là même, un autre procédé cher à l'animation a également été utilisé pour découper le film élégamment en séparant les différentes parties de celui-ci à travers les couleurs des images. Au début du film, l'histoire va essentiellement se consacrer à Anakin et au fait qu'il doit tomber amoureux. Le bleu va donc logiquement dominer cette première partie, que ce soit avec Coruscant ou bien encore Kamino. La deuxième partie, quant à elle, met en scène une gigantesque bataille et les événements deviennent beaucoup plus tragiques. Le film prend alors une teinte orange, voire rouge, et au milieu de cela, nous avons Tatooine, avec une teinte massivement jaune, mais également assez neutre, qui permet de marquer une séparation tout à fait singulière entre les deux parties. Et quand on parle de la prélogie, comment ne pas évoquer le cas du numérique? En effet, lors du tournage de ce nouveau film, Lucas s'apprêtait une fois encore à révolutionner complètement le cinéma. En effet, celui-ci, grâce au talent des ingénieurs de Sony et de Panavision, a pu mettre au point une toute nouvelle caméra entièrement numérique, la HDW F900, une nouvelle technologie qui va permettre à l'industrie de réaliser d'importantes économies, sans compter que cela rend désormais possible l'incrustation des décors numériques en direct, tout en permettant aux techniciens de pouvoir commencer à travailler sur les effets spéciaux le lendemain même des différentes prises. En bref, c'est une véritable révolution pour toute l'industrie. Par ailleurs, tout comme pour la production de La Menace Fantôme, un storyboard est quand même réalisé pour faciliter le travail de tout le monde lors du tournage, et par là même, les scènes d'action ou de combat sont reproduites en dessin animé avant le tournage pour que le réalisateur ait déjà en tête une idée du rendu qu'il pourrait obtenir, ce qui facilitera également le travail des différentes équipes chargées d'animer définitivement ces séquences. Mais maintenant que toutes les équipes sont prêtes, la production prend le nom de code légèrement provocateur de la grande aventure de Jar Jar, et tout ce beau monde s'apprête à déposer ses valises dans les studios de la Century Fox de Sydney en Australie pendant près de 2 mois. L'heure du tournage a commencé. Nous sommes au début de l'été 2000 lorsque le tournage commence. À l'intérieur des studios, le directeur artistique Gavin Bocquet construit 69 décors dont l'ensemble des décors de la planète Coruscant, que ce soit les bas-fonds ou bien les bureaux du chancelier, mais également les décors de Kamino, la reine de Geonosis, mais aussi l'intérieur de la maison des Lars. Contrairement à La Menace Fantôme, l'équipe ne tournera finalement que très peu en extérieur, puisque les équipes se rendront exclusivement en Italie et en Espagne pour tourner quelques images de scènes prenant place sur Naboo. Vous connaissez sûrement d'ailleurs la villa Balbianello, qui servira également de décor pour Casino Royale, le premier James Bond de Daniel Craig. Depuis, il n'est pas rare de voir de nombreux fans se rendre sur place, notamment pour célébrer l'union avec leur partenaire de cœur. D'autres images seront également captées en Tunisie pour donner vie à Tatooine. Vous l'aurez donc compris, l'essentiel du tournage sera réalisé en studio, et plus particulièrement devant des fonds bleus, ce qui allait constituer la complexité principale pour les acteurs. Surtout que cela allait rajouter un immense travail de mémoire pour eux, qui devaient en plus de leurs répliques, se souvenir des différents repères placés autour d'eux, pour savoir comment interagir avec leur environnement. Cela n'empêchera pas quelques gaffes, comme lors de cette séquence de dialogue entre Obi-Wan, Windu et Yoda, où les deux acteurs avaient oublié de regarder par terre, ce qui avait obligé les équipes à inventer ce petit véhicule volant pour le maître Jedi, afin que le regard des deux acteurs soit dans la bonne direction. Bref, vous l'aurez compris, tout le monde n'y arrive pas forcément. Hayden Christensen dira avoir eu énormément de difficultés à s'y adapter, tout comme Ewan McGregor,
qui restera mesuré quant à sa performance finale. Cependant, Nathalie Portman, quant à elle, dira qu'il s'agit finalement de la forme la plus pure de comédie, puisque cela place l'acteur ou l'actrice dans la position d'un enfant qui joue dans un carton et qui s'imagine mentalement être dans un vaisseau spatial. Dans cette situation, c'est l'imaginaire qui fait une immense partie du travail. Samuel L. Jackson, de son côté, sera exactement du même avis. Et autre difficulté, bien sûr, c'est la direction d'acteur de Lucas. Celui-ci n'excelle pas spécialement dans ce domaine, et c'est dans ses films qu'on se rend vraiment compte de si un acteur a plus de talent qu'un autre. Car un acteur autonome saura s'adapter pour orienter son jeu au mieux, tandis qu'un autre n'y parviendra pas spécialement. Et par là, j'entends tout spécialement le cas d'Hayden Christensen, dont la performance n'est pas extraordinaire dans ce film, mais l'autre exemple qui me vient en tête, c'est celui du jeune Daniel Logan, qui prête ici ses traits au jeune Boba Fett, qui n'arrivait pas à jouer la scène telle que l'imaginait Lucas. Mais heureusement, c'est Ewan McGregor qui est intervenu pour guider le jeune homme et pour permettre à Lucas d'obtenir le résultat escompté. Bon, après, la méthode est peut-être un peu bizarre, mais au moins, c'est efficace. George wanted you to look sort of suspicious of me, you know? I just leant down to him and I went, when I open the door, act like I've done a terrible fart. So in the next take, you know, he opened the door and he looked at me and went, and it totally worked. Moving on. Ce film sera à nouveau riche en combats et notamment au sabre laser, où Nick Gillard se chargera une fois encore des chorégraphies en faisant en sorte de toujours donner une histoire au combat, en s'inspirant notamment de différents arts martiaux, et tandis que nous avons pu découvrir le double sabre laser dans La Menace Fantôme, ici nous découvrons pour la première fois sur grand écran un personnage qui se bat avec un sabre laser dans chaque main. Et tant qu'on y est à parler de sabre laser, je suis obligé de vous partager l'extrait dans lequel Samuel L. Jackson fait du forcing pour avoir une couleur unique. Trying to figure out who we had to talk to about your light color. Oh, well, good guys are green and blue, bad guys are red. That's just the way it works. No purple left? You might get purple. Le véritable challenge de ce nouvel opus en ce qui concerne les effets spéciaux résidait en un seul personnage, Yoda. Le public n'avait pas été convaincu par la nouvelle marionnette utilisée pour La Menace Fantôme, ce qui allait plus tard pousser Lucas à la remplacer dans les rééditions du film. Mais concernant ce nouvel opus, aucune marionnette ne serait utilisée. Yoda serait tout comme Jar Jar Binks, réalisé entièrement en images de synthèse, à la seule condition bien sûr que le résultat soit à la hauteur. Et après de longs mois de travail et d'entraînement, les animateurs finissent par présenter à Lucas un Yoda particulièrement convaincant qui reçoit également l'aval de son animateur d'origine, Frank Oz. Une fois cette étape validée, les équipes peuvent commencer le vrai travail car pour ce nouvel opus, les ambitions de Lucas pour les actions qu'allait devoir réaliser Yoda étaient particulièrement grandes. Et oui, le réalisateur avait toujours été frustré de la marionnette car bien qu'elle soit particulièrement efficace à l'écran, cela nécessitait quand même de revoir complètement le plateau de tournage, sans compter que le metteur en scène était forcément limité dans les cadrages qu'il pouvait réaliser, et le personnage lui-même était limité par les fonctions permises par son marionnettiste. Par là même, dans La Menace Fantôme, 10 à 15 minutes du film sur l'entièreté étaient dépourvues d'effets spéciaux. Pour l'attaque des clones, en revanche, l'ensemble des 2100 plans contiennent au moins un effet visuel, que ce soit une incrustation, une animation en image de synthèse ou un simple effet numérique. John Knoll, Denis Muren et Rob Coleman, déjà superviseurs de l'animation et des effets spéciaux du premier film, reprennent alors leur poste. Au cours de la dernière année de production, ce sont environ 50 ou 60 animateurs qui proviennent pour la plupart du monde publicitaire, qui sont recrutés pour être en mesure de venir à bout de la tâche qui leur est confiée. De la même manière, grâce à l'arrivée de l'image numérique haute définition, les effets spéciaux bénéficient d'un meilleur rendu. Cela permet par exemple aux techniciens d'améliorer le réalisme des vêtements et de leurs mouvements, en évitant les collisions hasardeuses. Ce qui leur serait particulièrement utile, notamment dans le cadre du passage du bar dans lequel se rend Obi-Wan. Un passage qui serait énormément retouché, car vous n'imaginez pas que sur ce plan, en réalité il n'y a que la tête du maître Jedi qui existe réellement. Et oui, je sais, moi aussi ça m'a surpris, mais pas autant de savoir que lors du tournage, Dexter, c'était ce mec. Ouais, je sais, ça brise un peu le mythe, cette vidéo est faite pour ça en même temps. Bref, une part immense du travail de post-production en dehors des effets spéciaux réside évidemment dans les effets sonores qui font la gloire et la renommée de la saga depuis 1977.
Ben Burtt, qui œuvre encore comme directeur de ce département, ne manque jamais d'idées nouvelles pour donner au son de Star Wars ce cachet si particulier. Tenez par exemple le bruit que fait le speeder d'Anakin lorsqu'il pique sur Coruscant, n'est ni plus ni moins que le bruit d'une vieille alarme de 1942 qui a été enregistrée dans un parking. Et comment ne pas aborder le cas des charges sismiques, dont le bruitage n'a été trouvé qu'à la toute fin du processus, quand Burtt a fini par se dire que c'était peut-être le silence qui était la meilleure solution. Enfin, j'aurais aussi aimé aborder le cas de la musique composée par John Williams une fois encore, mais je n'ai pas trouvé grand chose à dire, si ce n'est que le compositeur, Alan Silvestri, a su rendre hommage à l'une de ses meilleures musiques, à savoir Cross the Star, en réutilisant un petit passage dans sa composition de La Nuit au Musée 2. Et pour en revenir à Yoda, si c'est bien toute son animation qui a été un véritable challenge pour toute l'équipe, l'essentiel du problème résidait en un seul plan, le dernier dans lequel on le voyait. Pour tout vous dire, les animateurs avaient surnommé ce plan le faiseur de veuves, tant ils ne parvenaient pas à produire un résultat qui pourrait satisfaire le réalisateur. Et force est de constater qu'effectivement, ça n'avait pas trop l'air de lui plaire. Oh, come on, guys! Now, that's pathetic. Pour guider ses équipes, il faut dire que Lucas utilisait des termes particulièrement abstraits, n'hésitant pas par exemple à qualifier son nouveau Yoda de l'engeance interdite, fruit de l'union de Kermit la Grenouille et de Miss Piggy. It's a very disturbed picture in my head right now. Mais quoi qu'il en soit, après des mois de travail et de nombreuses tentatives, les animateurs parviennent à trouver l'expression qui finit par satisfaire le réalisateur, leur travail est donc sur le point de s'achever, le film va bientôt pouvoir sortir en salle. Alors que le film doit sortir en mai 2002, la campagne marketing commence dès le mois de novembre de l'année précédente, avec la diffusion d'une bande-annonce sur internet, mais également avant les séances du film Monstres et compagnie, puis du premier opus d'Harry Potter. Ce qui, là encore, permet de booster les entrées de ces films, étant donné que de nombreux fans se sont rendus à ces séances dans l'unique but de pouvoir visionner ces premières images de leur saga préférée. En espérant quand même qu'ils soient restés pour la suite, car cette fois-ci la qualité était tout à fait au rendez-vous. Et comme pour la menace fantôme, la sortie d'un Star Wars est un tel événement aux États-Unis que le cabinet Challenger Gray & Christmas de Chicago prédit que les sociétés américaines pourraient perdre au bas mot près de 319 millions de dollars de productivité en raison du nombre d'employés qui pourraient se faire passer pour malades au moment de la sortie du film. Finalement, celui-ci est d'abord dévoilé lors du premier festival du film de Tribeca de New York, dans le but de récolter des fonds pour la Children's Aid Society, une association soutenue par George Lucas qui emmènera ensuite le film avec lui chez nous en France, dans le cadre du Festival de Cannes. Puis le film sera ensuite proposé à l'international à partir du 16 mai 2002. Malheureusement, la sortie du long métrage sera entachée par l'apparition d'une polémique, étant donné qu'une captation du film aurait été réalisée puis diffusée sur internet, ce qui aurait permis à environ 1 million de personnes de voir le film avant même la sortie de celui-ci. Concernant l'avis des fans et des journalistes maintenant, tout comme pour la menace fantôme, les scènes d'action sont particulièrement saluées, mais les problèmes de rythme et les points d'intrigue particulièrement lourds sont également soulignés par la critique. Le jeu des acteurs est parfois décrié, tout comme la relation entre Anakin et Padmé Amidala qui est souvent pointée du doigt. Le film obtient donc des notes assez moyennes bien que positives, puisque le film a une note de 6,6 sur Rotten Tomatoes ou de 54 sur 100 sur Metacritic. Les retours sont donc particulièrement mitigés, et ça n'irait pas en s'arrangeant avec les années, puisque le film est encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme le canard boiteux de la saga des 6 films produits par George Lucas. Néanmoins, le film reste malgré tout un énorme succès commercial puisqu'il récolte pas moins de 650 millions de dollars, ce qui le place néanmoins derrière de nouvelles franchises au cinéma telles que Spider-Man, Harry Potter à l'école des sorciers ou bien le deuxième opus du Seigneur des Anneaux. Pour la première fois d'ailleurs, Star Wars n'est pas le film le plus rentable de son année de sortie, cette distinction étant obtenue par 2 des films cités précédemment. En France, le film se classe à la 5e place, une fois encore derrière les films cités précédemment, et là aussi c'est un film Astérix qui occupe le haut du classement, car à l'instar d'Astérix et Obélix contre César qui occupait la première place sur l'année 99, c'est cette fois-ci l'opus réalisé par Alain Chabat, grand fan de George Lucas par ailleurs, qui fera exploser le box-office français avec pas moins de 14 millions d'entrées. L'Attaque des clones de son côté enregistre une baisse de 2 millions de spectateurs en France par rapport à la menace fantôme. Au niveau des récompenses, le film reçoit le moins de nominations qu'un Star Wars n'ait jamais eu,
Il est cependant logiquement nommé aux Oscars pour ses effets visuels, mais celui-ci sera remporté par Le Seigneur des Anneaux. Et de ce point de vue-là, cet opus se distingue malheureusement aussi en recevant de nombreuses distinctions négatives, telles que pire scénario pour George Lucas ou bien pire acteur pour Hayden Christensen. Ce qu'on peut retenir avec ce nouvel opus, c'est que malgré les critiques reçues par La Menace Fantôme, Lucas s'enfonce plus que jamais dans son récit et va au bout de l'histoire qu'il a décidé de nous raconter. Celle qui nous dévoile comment un régime démocratique, par la force de la corruption et de la méchanceté de certains, peut basculer en un régime dictatorial et tyrannique, et ce, malgré l'intervention d'êtres pleinement dévoués à leur cause. Mais comme nous en serons nous-mêmes témoins avec l'opus suivant, le mal peut parfois prendre des visages tout à fait différents, et l'ennemi n'est pas forcément celui qu'on le croyait être. Bref, c'est pour ça que j'affectionne tout particulièrement George Lucas, car oui, comme nous tous, il est imparfait. Oui, il commet lui aussi des erreurs, c'est indéniable. Mais là où la logique moderne des studios pousse les réalisateurs à devenir des yes-man, laissant complètement de côté le côté artistique qu'on peut apporter à une œuvre, George Lucas de son côté se refuse à rentrer dans cette catégorie de producteurs qui souhaitent uniquement donner aux spectateurs le film qu'ils s'attendent à voir. Lucas veut nous bouleverser, nous marquer, nous choquer, nous instruire sur le monde d'hier et sur celui de demain, sur le monde qui nous entoure. Il veut nous raconter son histoire et il le fera pour le pire, mais aussi et surtout pour le meilleur. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Une fois encore, c'est un exercice que j'ai adoré réaliser, donc n'hésitez pas à me faire savoir si cela vous a plu dans les commentaires. Vous pouvez également supporter la chaîne en réalisant un don sur ma page Tipeee, c'est ce qui me permet de vous produire toujours autant de contenu que j'espère être de qualité. Sur ce, c'était tout pour moi, à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.